Bonjour à tous, nous sommes le mardi 31 mars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler en ouverture de Rodri et du Real Madrid. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que Rodri va aller du côté du Real Madrid, il s'agit de revenir sur ses déclarations, sur ses corrections également et de voir pourquoi la porte a été ouverte du côté du Real Madrid, mais aussi pourquoi cette porte est à nuancer, même si je pense qu'on tient à quelque chose de relativement sérieux. On parlera ensuite des audiences des matchs de l'équipe de France, parce qu'évidemment on a fait le bilan sportif, mais il y a le bilan médiatique qui s'impose également. On parlera de Salah et de cette triste affaire avec Cardiff qui trouve enfin un dénouement judiciaire, et il était temps du nouveau blason de l'Olympique de Marseille, et enfin du match entre l'Allemagne et le Ghana. Et oui, il y a d'autres rencontres internationales que celle de l'équipe de France, et j'avais besoin de me mettre à jour sur les Allemands. Ça tombe bien, cette rencontre était l'occasion parfaite pour ça, tant on a balayé beaucoup de joueurs, mais j'y reviendrai. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Rodri ne ferme pas la porte au Real Madrid, c'est le joueur lui-même qui l'a dit lors d'une interview à la radio Onda Cero en Espagne. Évidemment, ça a pris des proportions absolument énormes, à tel point que le joueur a dû revenir sur ça après quelques jours suivant la déclaration, en disant que c'était dit dans une interview de 50 minutes, qu'il fallait pas regarder seulement les extraits et que c'était nécessaire de prendre la globalité de l'interview pour bien comprendre cette déclaration. Et pour cause, en fait, Rodri, on l'interroge sur un retour potentiel en Liga et il parle du fait que c'est pas parce que tu as joué à l'Atlético Madrid auparavant que tu ne peux pas signer du côté du Real Madrid. C'est plus une explication générale, mais il en fallait pas plus pour affoler les médias, étant donné que Rodri a souvent été lié au Real Madrid au cours de ces derniers mois et ces dernières années, et mine de rien, même si Rodri le dit dans un contexte qui est important à rappeler, je viens de vous le dire, bah tu sais comment ça se passe quand tu es un joueur d'envergure, quand tu es déjà lié à un club par des rumeurs mercato, dire que tu fermes pas la porte à une autre formation que la tienne, eh ben ça va alimenter les rumeurs mercato. D'autant plus que Rodri, il arrive en fin de contrat, il dit lui-même, il lui reste un an à Manchester City, il va devoir se poser avec le club pour discuter de la suite. Fin de contrat au cours de l'été 2027, il était arrivé avec une dernière signature en 2022, sa valeur a bien chuté depuis son ballon d'or, il a été divisé par deux en termes de prix. Faut dire qu'il a eu sa grosse blessure post-ballon d'or qui a rabattu un peu les cartes sur la partie financière. Alors Rodri, c'est un joueur qui évidemment est très précieux du côté de Manchester City, qui fait partie des points qui équilibrent l'équipe, donc les Citizens ne seraient tout simplement pas vendeurs, sauf que le joueur se retrouve avec une position de force grâce à sa situation contractuelle, et on peut imaginer que City a pas non plus envie de le laisser partir librement si jamais le joueur veut retourner du côté de l'Espagne. Pour le Real Madrid, est-ce que ce serait une bonne piste, même si elle serait relativement onéreuse, même avec la valeur du joueur qui a chuté, parce que je pense qu'un transfert se négocierait au-dessus sa valeur marchande théorique? J'ai tendance à être partagé là-dessus. Je peux pas considérer que Rodri dans une équipe comme le Real Madrid ce serait une mauvaise idée dans l'absolu, parce que Rodri il a l'expérience, parce que Rodri il a les épaules et parce que tu ferais venir un véritable taulier au milieu de terrain. Par contre là où je suis un peu plus sceptique, c'est sur le profil, sur la complémentarité avec un gars comme Aurélien Tchouaméni par exemple. Je sais pas exactement si tactiquement c'est le profil idoine que j'irai chercher, mais en tout cas il y a de la convoitise du côté du Real Madrid, il y a des discussions qui se font dans tous les sens, rien n'est acté, mais c'est un nouveau rappel que quand t'es joueur et que t'as la stature de Rodri, la moindre parole peut prendre des proportions absolument énormes. Les Bleus font de moins en moins d'audience en ce moment à la télévision, alors est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'engouement autour du football et principalement de l'équipe de France? Eh bien, c'est un constat que je vais quand même grandement nuancer. On a cette infographie qui vient du journal L'Équipe et qui nous montre cette fameuse baisse, mais attention, les qualifs pour la Coupe du Monde, tu sais que t'as pas vraiment d'enjeu. Alors l'Italie nous rappelle que t'es pas à l'abri d'un accident de parcours, mais tout le monde sentait que les Bleus allaient se qualifier directement. Au-delà de ça, t'as les deux derniers matchs qui sont des rencontres amicales, certes des rencontres de prestige, mais ça reste des matchs sans enjeu. Et quand il y a de l'enjeu, même pour une compétition aussi peu suivie, aussi peu respectée, aussi peu historique que la Nations League, bah tu vois que dans les derniers tours, l'audience elle remonte. Je doute pas que la Coupe du Monde va redonner un gros boost à l'équipe de France, c'est toujours comme ça que ça se passe, mais je pense également qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer. Par exemple, le changement des mascottes. Vous parlez d'Antoine Griezmann à quelqu'un qui suit pas du tout le football, il va clairement l'identifier. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui sportivement sont en train de devenir hyper importants en équipe de France, comme Michael Olise, qui sont pas forcément connus par des gens qui regardent le football qu'à l'occasion d'une finale de Coupe du Monde. Vous interrogez quelqu'un dans la rue qui n'a rien à faire sur le foot de Michael Olise,
je pense pas qu'il resitue immédiatement. Donc peut-être que cette Coupe du Monde sera également l'occasion de refaire naître le lien entre l'équipe de France et pas mal de suiveurs qu'on qualifiera de beaucoup plus occasionnels. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'audience du football aujourd'hui ne balaie plus l'audience de certains autres sports comme le rugby pour l'équipe de France. Je dis bien pour l'équipe de France, le côté club c'est encore autre chose. Donc va falloir négocier serré pour l'avenir des droits TV des Bleus. Et je pense que le retour à réalité risque de faire mal à certains acteurs. Enfin, la fin de cette triste affaire pour Salah. Le tribunal de commerce de Nantes a donné raison aux jaunes et verts face à Cardiff qui réclamait pour rappel plus de 120 millions d'euros pour perte de chance suite au décès du joueur. C'est une affaire qui est absolument lamentable, qui donne envie de pleurer tant tu te rends compte que tout le monde est roulé dans la boue et tant tu te rends compte que finalement un joueur est traité comme une marchandise durant sa carrière, ce qui est déjà extrêmement triste. Mais même après sa mort, un joueur est encore et toujours traité comme une marchandise. Quand t'entends la mère du joueur qui était présente dire qu'elle regrette qu'on n'ait pas reconnu la responsabilité du FC Nantes malgré tout dans cette affaire, c'est difficile de rester totalement insensible. Mais de toute façon, personne sort grandi. Est-ce que j'ai besoin de commenter Cardiff qui va réclamer plus de 120 millions d'euros pour perte de chance suite au décès du joueur? Je suis désolé de le dire comme ça, mais évidemment, Salah, sportivement, il t'aurait pas apporté un équivalent de cette somme-là, même s'il avait joué à Cardiff. Alors je sais que les calculs ne se font pas de cette manière, mais en attendant, au-delà de l'aspect factuel, rationnel, calcul, comptable, en termes d'image, t'as vraiment l'impression que c'est un move de crevard, et pour cause, ça en est un. Du côté du FC Nantes, j'ai même pas envie de revenir sur tout ce qui s'est passé, sur la communication, sur les interrogations autour du pilote, de l'avion. On va aujourd'hui se concentrer sur le fait qu'il y a un trait qui a été tiré sur cette triste affaire judiciaire. On aurait aimé avoir un peu plus de tranquillité pour faire les hommages à Salah. On aurait aimé simplement garder les bons souvenirs autour du joueur. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais franchement, cette telenovela qui a duré une éternité sur les déboires judiciaires, le conflit entre deux clubs à propos de Salah, on s'en serait bien passé et j'espère que du côté de Cardiff, on a bien honte. Honteux ou fabuleux, qu'est-ce que vous pensez du nouveau blason de l'Olympique de Marseille qui est en train de sortir un petit peu partout? De mon côté, il fait un peu penser à un métamorphe qui se serait grimé en blason de Marseille, mais je dois vous avouer que je l'aime quand même beaucoup. Alors déjà, il faut avoir conscience du fait que quand on a un nouveau blason pour un club aussi historique que l'Olympique de Marseille, la première réaction, c'est souvent le rejet, parce qu'on est attaché au blason de son club, parce qu'il a un côté historique, parce qu'on l'aime, parce qu'on a eu beaucoup d'histoires avec lui, mais au bout d'un moment, je vais faire une confession qui est peut-être unpopular, mais moi je dois avouer que je trouvais qu'il commençait à être vieillissant ce blason. Et le nouveau, finalement, il coche pas mal de cases pour moi. Il respecte l'ancien, il reste un petit peu dans la même philosophie, il reprend le O et le M, bien évidemment, le droit au but, l'étoile, bref, il respecte l'histoire du club, tant par la forme que par le fond. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas eu une volonté de faire table rase de la grande histoire marseillaise. Mais t'as quand même un résultat qui est un peu plus sympa et je suis persuadé que passé quelques mois, t'auras pu cette réaction de rejet. Passé quelques mois, t'auras pris l'habitude de le voir sur des écharpes, sur des maillots, sur du merch. Et c'est un blason qui, je pense, sera assez vite adopté. Je trouve que c'est plutôt une réussite. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. On sait que c'est un sujet qui divise beaucoup. Mais de mon côté, en tant que Nantais qui a vu son blason se faire absolument massacrer par la refonte, je dois dire que du côté de Marseille, je trouve ça plutôt cool. Bon, personne s'intéressait au match entre l'Allemagne et le Ghana, j'ai regardé ça de mon côté et voici ce qu'il fallait retenir si vous voulez une session rattrapage. Déjà, le score 2-1 au bout du suspense, comme ont titré certains médias, et pour cause, c'est à la toute fin du match que les Allemands ont réussi à faire la différence malgré leur domination. Il y a plusieurs explications à ça. Du côté des compositions, les voici. J'ai beaucoup aimé Kimmich, toujours aussi intéressant dans ce rôle de latéral où son influence est majeure, il n'est pas un latéral à proprement parler, une charnière très solide et convaincante, et Havertz sur la droite qui est buteur mais sur penalty, mais j'ai tout de même bien aimé sa mi-temps où il a été assez intéressant dans l'activité étant donné le contexte. Le contexte, c'est qu'il revient juste de blessure et que finalement il n'a pas accumulé encore beaucoup de minutes de jeu du côté d'Arsenal. Alors pourquoi je dis qu'il y a eu une grosse domination allemande mais pas beaucoup de buts? Finalement déjà il y a eu beaucoup de tirs du côté allemand, il y a eu beaucoup de possessions, il y a eu beaucoup de grosses occasions, mais Waltmad a manqué de réussite entre hors-jeu et occasion manquée. Gnabry
Gabri a été un petit peu brouillon et surtout t'as fait beaucoup tourner. T'avais l'impression d'avoir un match d'exhibition et tu sens que la volonté de l'Allemagne c'était clairement de faire une revue d'effectifs. Regardez-moi ces changements, il y en a 8 dont 3 dès la mi-temps et 4 dès la 61e, donc ça permettait un peu de prendre la température de tous les joueurs. C'est un match qui était assez intéressant, moi je l'ai vraiment regardé en mode qu'est-ce qui est en train de donner l'Allemagne en termes de football, fallait le regarder pour ça. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, après les formats XXL que je vous ai fait dernièrement, on va revenir à quelque chose de plus classique, on va parler mercato, on va parler défense, on va parler FC Barcelone avec un sujet dont peu de gens s'intéresseront, je pense, c'est pas forcément le joueur le plus hypé du marché, c'est pas forcément la piste qui est décrite comme la plus brûlante, mais elle reste crédible, confirmée par plusieurs acteurs, à lire à travers plusieurs prismes d'analyse également. Ça en dit pas mal sur plein de sujets et c'est pour ça que moi j'ai à cœur de vous en parler. Donc rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée, salut!